La possibilité de transmuter occasionnellement la matière en énergie et l'énergie en matière représente une des qualités merveilleuses du jeu d'échecs et peut-être même son secret véritable. Cette phrase-là, aussi chouette soit-elle, n'est pas de moi, mais de Rudolf Spielmann, qui était notamment surnommé le maître de l'attaque. Bref, autant dire un type qui savait attaquer, qui savait sacrifier, qui savait la valeur des pièces, qui savait l'avantage matériel, ce que ça voulait dire. Vraiment, ce cher Spielmann. Et donc, voilà, dans cette phrase, il dit que... Mais qu'est-ce qu'il dit en fait? La possibilité de transmuter occasionnellement la matière en énergie et l'énergie en matière représente l'une des qualités merveilleuses du jeu d'échecs et peut-être même son secret véritable. Ce qu'il dit, c'est donc que la matière, donc les pièces, vous avez un fou de moins, etc., peut être transformée en énergie. Et ce fou de moins, ce fou de plus, c'est pas juste un fou. Mais en fonction des cas, il peut faire mat. En fonction des cas, il peut mener une attaque. Et du coup, ce n'est pas juste un fou, c'est pas juste matériel, mais ça représente de l'énergie. Donc le but avoué des échecs est de mater le roi adverse. Pour y parvenir, la méthode la plus courante, c'est sûr, c'est de déslinguer son armée. Désinguer totalement l'armée adverse. Comme ça, on peut le mater. Et donc, pour ce faire, on parle de la valeur de chaque pièce. Ça permet tout simplement de gagner du temps. Dans les règles du jeu d'échecs, c'est pas écrit que le fou vaut 3 points, la tour 5, non. Après, on s'est dit, tiens, il faut trouver une valeur, comme ça, on gagne du temps. Au lieu de se dire, est-ce que j'échange telle pièce que telle pièce? Je sais pas, une tour, c'est mieux qu'un fou? Ah, je sais pas comment on pourrait savoir. Bref, c'est mieux d'apprendre une grille, très simple, et ça permet d'aider. Ok, en tout cas, c'est le premier niveau. Donc, vous avez sûrement entendu parler que le pion vaut 1 point, fou et cavalier 3 points, la tour 5 et la dame 9 ou 10. En fait, rien n'est plus vrai et rien n'est plus faux. Alors, si ce n'est pas encore le cas, c'est la base, je vais vous demander d'apprendre la liste des valeurs comme je viens de l'annoncer. Le pion, 1 point, cavalier fou, 3 points, la tour, 5 points et la dame, 10 points. Si vous avez appris que la dame vaut que 9 points, c'est accepté, il n'y a pas de souci. Bon. Et pour pouvoir s'affranchir d'une règle, il faut la connaître, il faut la comprendre, la maîtriser, et seulement après on peut s'en libérer. En tant que jeune guerrier et guerrière des échecs, c'est indispensable pour vous de connaître la valeur des pièces. Alors pourquoi le pion vaut qu'un point? Le cavalier fou 3 points, la tour 5, la dame 10. En fait, c'est ce que l'étude in vitro, je vais vous expliquer, l'étude in vitro a révélé. Donc en fonction de l'activité, du nombre de cases contrôlées par chaque pièce, tu vas aller au centre de l'échiquier. Regardons ici. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le pion. C'est quoi son activité? Il peut avancer d'une case et peut manger en diagonale. Que d'une case. Ça vaut 1 point. C'est l'unité de base, c'est un peu la référence. Alors qu'un fou contrôle combien de cases? Il est au centre de l'échiquier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est intéressant. 13 plus la case où il est lui-même. Donc vos 3 points. Ça semble assez mérité. Le cavalier peut en contrôler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8, et pourtant vaut le même nombre de points que le fou. Eh bien c'est parce que le cavalier, il a des avantages et des inconvénients par rapport au fou. Il contrôle moins de cases. Et encore, il est au centre de l'échiquier. Parce qu'un cavalier dans un coin ici, c'est assez déprimant. On ne contrôle que 1, 2 cases. Bon. Mais le cavalier déjà peut sauter par-dessus les autres pièces. Ça mérite bien au moins un demi-point en plus. Voilà. Et en plus, le fou noir, eh bien c'est catastrophique. Le fou noir, il est limité à rester toute sa vie durant sur des cases noires. Il ne pourra jamais aller sur des cases blanches. À part une erreur d'inattention et que vous trichez. Alors que le cavalier, il peut atteindre toutes les cases de l'échiquier. Alors certes, c'est pas facile. Si je vous dis comment faire pour que le cavalier atteigne là, il va falloir réfléchir un petit peu. Mais c'est possible. Tac, 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 tic, toc, on y arrive. Donc, le cavalier peut aller partout. Donc le fou peut contrôler plus de cases, mais le cavalier, il peut aller partout. C'est à peu près la même chose. Si on regarde la tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça nous rappelle le fou, n'est-ce pas? Mais il vaut plus de points. Simplement parce que le fou, comme il peut aller que sur la moitié des cases, peut aller que sur les cases de sa couleur, la tour n'a pas cette limite-là. Donc elle est très active et elle peut aller partout. Et la dame 10 points, bon bah c'est assez logique d'imaginer, c'est tout simplement parce qu'elle peut aller sur toutes les cases où un fou peut aller, mais en plus sur toutes les cases où une tour peut aller. Ce qui est plutôt extrêmement badass, hein. Là, à côté de ça, Wonder Woman, elle peut aller se rhabiller. Vu sa tenue d'ailleurs, ça lui ferait pas de mal. Ok, donc on comprend que la valeur des pièces a été décidée par rapport à une sorte d'analyse comme ça sur l'échiquier. Alors le roi, évidemment, on lui donne pas des nombres de points parce qu'on peut pas le manger. Hein. Le but, c'est de le mater, pas de le bouffer. Donc voilà, c'est de lui donner une... Comme on peut pas le prendre, ça n'a pas de sens de lui donner une valeur. Mais ça, c'est pour une étude in vitro, de les pièces prises séparément, en dehors de toute position. Cela permet, certes, dans un premier temps, de gagner du temps. Lorsqu'on propose un échange de pièces, un fou contre un fou, c'est ok. Un fou et un cavalier contre une tour, ah bah fou et cavalier, ça fait quand même 6 points, la tour que 5, bon c'est un peu mieux. C'est un premier niveau, c'est ce qu'on apprend en même temps que le déplacement des pièces. Le fou, comment il se déplace, ok. Combien de points il vaut, 3 points, ok. Ça, il faut que vous le sachiez. Bon, mais dans la vraie vie, cela se complique énormément. Cela se complexifie parce que les échecs, si vous ne l'avez pas compris, avec la citation de Spielman, les échecs sont doués de vie. Les pièces s'animent. Et la valeur des pièces change à chaque coup, de manière organique. Et vous allez voir que je suis très très loin d'exagérer. Des joueurs ont consacré leur carrière, leur vie, à se rapprocher d'une estimation la plus juste possible. Comme l'attestent par exemple les travaux de Hans Berliner. C'était le champion du monde d'échecs par correspondance. Donc en 1968, une époque où, alors pas une époque, mais les échecs par correspondance, il s'agit de... À l'époque, on jouait un coup, on le notait, on l'envoyait par la poste, le moyen de son choix, le joueur le recevait, il y réfléchissait, etc. C'est des parties qui durent très très long. Le championnat du monde, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il a duré 3 ans cette année, commencé en 65, fini en 68. Bref, et lui, du coup, c'était sa passion, hein, à chacun son truc, de savoir quelle est la valeur la plus juste. Et donc, il propose le pion 1 point, le cavalier 3,2, le fou 3,33, la tour 5,1 et la dame 8,8. Et il l'a pas juste sorti comme ça de son chapeau, hein, il le justifie longuement. Mais bon, on est toujours dans une étude in vitro, en dehors d'un champ de bataille. Aujourd'hui, les moteurs d'échecs et les ordinateurs essayent d'être le plus précis possible et sortent des estimations de la valeur des pièces. À l'image de ce qu'avait fait Hans avec son petit cerveau. Et voilà, donc ça change. En fonction des mois, les pièces n'ont plus tout à fait la même valeur. En fonction des moteurs d'analyse, donc en fonction des logiciels, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais bref, voilà, il est évident que c'est intéressant, si ça vous intéresse. Mais bon, retenez déjà la base, et après, et surtout que c'est juste une étude in vitro. Parce que la première chose déjà, il est évident que le maths prime. Il est évident que le maths prime sur tout le reste. Le but d'une partie, ça reste de mater le roi adverse, qu'importe le matériel restant. Alors, voilà un exemple frappant. Alors, ce n'est pas tiré d'une vraie partie, c'est un problème, une étude, donc c'est pour le côté artistique. Mais vous voyez, là, c'est aux blancs de jouer, et les blancs ils vont faire mat. Comment? En donnant tout leur matériel sauf un pion. Vous voyez la position, hein. L'armée du roi et tout, bon c'est compliqué, ça va dans tous les sens. On ne comprend pas trop, là il faut... Je pense si vous avez besoin de 20 minutes juste pour digérer ce que vous voyez, c'est tout à fait normal. Mais retenez bien cette impression d'armée des deux côtés, parce que les blancs vont gagner, mais ils vont tout donner. Alors on y va. Tour B7. Tour B7. Attaque le roi. Ce n'est pas mat, ce n'est même pas échec. Attaque le roi, il y a la dame. Oh, cela ne fait point peur aux noirs. Hop, ils ont gagné une tour, ils sont contents. Fou prend G6, on a un échec. Mais le fou n'est pas protégé, les noirs s'en fichent, le prennent. Miam, miam. Eh oui, attends, là les blancs ont déjà donné 8 points, une tour et un fou. On continue.
Dame, G8, échec. Bon, un échec, mais les noirs sautent bien le bouton et vont prendre le cavalier. Voilà, donc une tour gagnée, 5 points, un fou, 3 points, le cavalier, 3 points. Ça fait déjà 11 points gagnés. On continue. Dame G4, échec. Bon, les noirs n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas prendre la dame parce que la tour protège. Ok. Bon, encore un échec. On comprend pas trop. La tour va devant, alors là, pour les petits malins qui se disent, mais ils peuvent très bien pousser. Non. En fait, s'ils poussent, il y a échec et mat. Je vous laisse mettre sur pause la position si vous voulez vérifier, mais c'est bien mat. Donc, il n'y a pas le choix, la tour doit aller devant. On continue. F4, échec. Ça c'est un peu bizarre, alors oui c'est un échec, mais c'est quand même protégé une fois, 2 fois, 3 fois, mais la tour est clouée, bon le roi peut pas vraiment prendre, mais... Bref, cette case là est quand même bien protégée. Hop, encore un pion. Encore du matériel en plus. La dame prend le cavalier. Oh là là, mais quelle erreur! Franchement, un échange. Un cavalier contre une dame. Cavalier 3 points, la dame 10. Mais, tour 4. Bon, mais quelle idée! Alors oui, s'il n'y avait pas le pion, ce serait mat. Si les noirs ne pouvaient pas prendre là, les rois ne pourraient pas partir. Hop, F4, et c'est échec et mat. D4, D4, et c'est échec et mat. Là, vous pouvez aller pleurer chez l'arbitre et dire « Mais c'est pas normal, j'ai plus de matériel que lui. » Parfois, ça se passe, parfois c'est comme ça chez les enfants. Mais non, tu peux pas avoir gagné, j'ai une dame en plus. Non mais le mat prime. Donc on apprend l'avantage matériel, oui. Néanmoins, le but reste quand même de faire mat. Juste pour la beauté, je repars depuis le début, c'est ce problème de Conrad Bayer. Hop. En 1856, il a sorti ça, c'est ce problémiste. Ok, de la tour, hop, le fou, on y va, pof, 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 on prend. Dame G4, échec, bon, elle est protégée, ça bouge. Dame H5, ok. Tour F5, pas de sushi. F4, on donne le fou. On donne la dame, crâne. Et on arrive au mat. Ok? Donc, le mat prime. C'était juste un exemple pour que ça vous marque. J'espère que c'est réussi. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, d'accord, c'est sûr que le mat, c'est mieux. Mais, on a dit que le pion valait qu'un point. Vraiment? Mais si le pion vaut qu'un point, comment est-ce que vous expliquez ici? Là, on est d'accord, autour de matériel. 1, 2, 3, 4. 4 pions noirs. 1, 2, 3. 3 pions blancs. Au niveau des pièces, bon bah c'est égalité. Une dame, un fou. D'autres, les noirs ont un pion de plus. D'autres, ils ont même un léger avantage matériel. Bon. Mais vous connaissez certainement ce destin que le jeu d'échecs réserve à chaque pion assez audacieux de se transformer dans la pièce de son choix, en dame la plupart du temps, s'il arrive à traverser tout l'échiquier. Et donc justement, le pion il vaut un point, mais je vous garantis qu'au moment où il se transforme en dame, bah, il en vaut plus un, il se transforme en 10. Ça manque un peu de transition. Ici, fou G7 échec. Coup totalement dingue, hein, je redonne un fou. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Bon, si le roi prend, ça ne va pas. Parce que la dame n'est plus défendue. Et du coup, les blancs gagnent une dame. Bon. Donc, ils ne vont pas faire ça. Le roi ne peut pas fuir. Il n'a pas de case de fuite. Donc, le fou prend. Ok? Ensuite, échec. Échange de dame, pas de souci. Et ce petit pion E7 qui approche, qui va aller à la dame. Ce n'est qu'un pion, il vaut qu'un point, mais il ne peut plus être arrêté. Que ce soit le fou ou le roi, au prochain coup, on a la dame. Donc, le pion vaut qu'un point? Oui, mais ça dépend. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, le fou vaut 3 points. La tour en vaut 5. Donc, une tour, c'est mieux qu'un fou. On est d'accord? 5, c'est mieux que 3. Bon, vraiment? Ben, regardons cette position.
Alors remarque, c'est égalité en termes de pions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais les noirs ont une tour. C'est mieux qu'un fou. Mais dans cette position, vous croyez vraiment que la tour, elle est mieux? Qu'est-ce qu'il peut faire, la tour? Parce que le fou, là, il est super bien placé, il est protégé. Et en plus, il permet au pion d'arriver à la dame. La tour ne va pas pouvoir l'arrêter. Sans se faire, à part se sacrifier contre un pion. Voilà, donc pof, je sais pas, ils peuvent rien faire, les noirs. Hop, et il y a la dame. Et ça, c'est possible. Oups. Et ça, c'est possible grâce au fou. Hein. Le pion tout seul, s'il n'y avait pas le fou, le pion, il se ferait manger en 2-2. Hein. Donc, oui, une tour, c'est mieux, mais ça dépend. Ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Juste un exemple, hein, évidemment, il manque les rois et plein d'autres choses. C'est que ici, eh ben, rappelez-vous, la valeur des pièces dépend de son activité. C'est comme ça qu'ils ont décidé que le fou, c'est mieux qu'un pion. Mais l'activité dépend du matériel présent sur l'échiquier. Ici, on voit que la tour, son activité est nulle. Ne peut pas aller... elle peut pas aller là, elle se fait manger par le pion. Elle peut pas aller là, se fait manger par l'autre pion. Et elle peut pas aller là, se fait manger par le fou. Donc cette tour-là est immobilisée. Pof, pof, plaquage, immobilisation, tu bouges plus. Tant que les noirs peuvent garder ça, les blancs, c'est comme s'ils jouaient avec une tour en moins, du moment que les noirs, évidemment, arrivent à garder cette pression. Bon. Continuons un petit peu de creuser ce côté avantage matériel. Alors, les fous et les cavaliers, vous avez peut-être déjà entendu, on parle de pièces mineures, ou de pièces légères. Ouais, les fous et les cavaliers. Les pièces lourdes ou majeures, c'est pour les tours et dames. Ce sont des pièces légères. Vous allez souvent entendre parler de la qualité. Parce que la différence de valeur entre une pièce légère, un fou et un cavalier, et une tour se nomme une qualité. C'est 2 points de différence. Donc voilà, autour de vous, vous avez peut-être déjà entendu de dire j'ai perdu la qualité ou j'ai une qualité d'avance, etc. Ça veut juste dire que vous avez une tour, si vous avez la qualité d'avance, et que votre adversaire, en échange, a eu seulement un cavalier ou un fou. Non, ici, c'est un bel exemple, hein. C'est aux noirs de jouer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Là, c'est égalité, hein. En termes de pions, on est d'accord. Ok, en termes de pièces légères, un cavalier, un fou, 2 fous, ça a la même valeur. Une tour de chaque côté, bon. Mais les noirs peuvent faire une double attaque, une fourchette. Échec. Attaque le roi, attaque la tour. Le roi est obligé de partir. Et hop, on gagne la qualité. On gagne la qualité car on a échangé un cavalier contre une tour. Voilà, juste une petite notion, un petit truc de vocabulaire que vous pouvez retenir. C'est sympa, sinon vous inquiétez pas, vous allez l'entendre régulièrement autour de vous. Cette sorte de qualité. Bon. Alors, il y a la valeur de chaque pièce. Ok. Et les possibilités, l'activité. 2 tours, souvent, vont être plus intéressants qu'une dame. Pourtant, une dame, c'est 10 points. Une tour, c'est 5 points. De 2 tours, voilà. Mais quand on a 2 pièces, même si elles ont individuellement moins de valeur que la pièce en face, c'est quand même 2 pièces. Elles peuvent faire 2 choses en même temps. 2 actions à la fois. Là où la dame, dans le cas des 2 tours, est bien plus mobile. Mais elle ne peut protéger ou attaquer qu'une fois la même cible. Ici, la dame protège une fois le pion, ok, et elle vaut ses 10 points. Mais les tours, l'une derrière l'autre, attaquent 2 fois ce pion. Donc, si les noirs prennent, les blancs ne peuvent pas reprendre, ils perdent la dame, contre une tour. Voilà, donc, tous ces exemples-là, c'est pas pour que vous rectifiez vos règles, que vous dites, ah bah oui, ah non, alors oui, alors 2 tours, c'est mieux que la dame, donc la dame, elle va valoir que 9 points. Non. C'est juste que vous comprenez que par rapport à l'évaluation d'une position, c'est mieux au niveau matériel, ça dépend. Ça dépend à partir du moment où c'est bien clair, la valeur des pièces, 3, 5, 10, etc. Et après, ça dépend. Le math prime. Et on va à chaque fois trouver des exemples qui contredisent. D'où l'importance déjà de bien maîtriser la règle. Les exemples sont sans fin. Pour montrer que la valeur des pièces est totalement soumise à la position. Mais il y a une solution.
Évidemment. Et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça que vous êtes là. Pour que vous puissiez en sortir, eh bien, suivez le guide. En fonction de votre niveau et de votre envie de vous triturer les neurones, vous allez pouvoir choisir jusqu'où vous souhaitez aller pour estimer la valeur des pièces dans une position donnée. Sachez que c'est un domaine sans fin où même l'élite mondiale n'est pas toujours d'accord entre elles, c'est pour dire. Cependant, la capacité à répondre aux questions suivantes va refléter votre niveau. Plus vous allez prendre l'habitude de répondre à ces questions, plus vous allez affiner votre perception de la valeur des pièces. Vous allez retrouver une fiche récapitulative en dessous de cette vidéo, pas de panique. Le premier niveau. La valeur des pièces classiques. Le pion, 1 point, cavalier fou, 3 points, tour 5, dame, 10. Ok, c'est parfait pour débuter. Tant que vous perdez encore des pièces en un coup dans vos positions, parce que vous ne voyez simplement pas qu'elle est en prise, ce n'est pas la peine de passer au niveau 2. Améliorez simplement votre visualisation en jouant, en faisant les tours suivants et en retenant le pion 1 point, cavalier fou 3, tour 5, dame 10. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau. Avant un échange, vous vous demandez: est-ce que je préfère garder ma pièce ou éliminer la pièce de l'adversaire? Et si j'étais mon adversaire, quel serait mon choix? Pourquoi? À ce deuxième niveau, vous avez conscience de la valeur des pièces. En cas d'une proposition d'échange de deux pièces qui ont la même valeur, vous vous posez ces deux questions. Même si c'est un fou contre un autre fou. Finalement, vous préférez votre fou ou vous préférez enlever le fou de l'adversaire? Et puis demandez-vous, si vous étiez votre adversaire, quelle serait sa réponse? Si vous avez déjà l'avantage matériel, il y a des chances que les échanges vous arrangent. Bah oui, si vous avez une tour de plus, vous échangez tout, à la fin vous vous retrouvez avec un roi et une tour contre un roi seul, et ben ça, vous devez savoir mater. Sinon, il suffit de voir le cours sur le sujet. Troisième niveau. Là, ça commence à devenir plutôt balèze. Lors d'une proposition d'échange, vous pensez à votre plan, à ce que vous avez envie de faire. Est-ce que cet échange va dans le sens de votre plan? Est-ce qu'il est neutre? Ou est-ce qu'il va dans le sens de votre adversaire? Si vous êtes en train d'attaquer avec un cavalier et une dame, et puis vous pouvez échanger le cavalier qui vous sert à attaquer. Donc, proposition d'échange, vous pensez à votre plan, etc. À l'attaque, est-ce que cela permet d'éliminer un défenseur si vous attaquez ou d'éliminer un attaquant si vous défendez? Est-ce que cela vous permet d'augmenter votre activité, de libérer de l'espace pour vos autres pièces ou de limiter l'activité des pièces adverses? Et si vous imaginez, si vous arrivez dans une finale, si vous enlevez toutes les pièces, est-ce que la finale serait gagnante pour vous? C'est-à-dire si vous enlevez toutes les pièces, égalité, et que vous gardez juste votre matériel. Est-ce que vous pouvez faire par exemple une dame avec un pion? C'est ça souvent les finales. Et le quatrième niveau, enfin, mais là c'est extrêmement badass, et bien vous commencez à faire des échanges déséquilibrés. Une tour contre un fou contre un pion. Mais là il faut déjà avoir un niveau assez balèze. Donc les exercices de ce cours vont vous permettre d'affiner, d'appliquer les différents niveaux. Donc je vous souhaite une très bonne chance, devenez bien badass et à très vite.